Donc, en effet, je travaille au CISI au sein de l'unité d'ergonomie et je m'occupe principalement de la manutention de charges, la manutention de personnes et la gestion de l'agressivité physique. L'outil du thermomètre ou le thermomètre de levage est donc un outil que j'utilise régulièrement dans la pratique. Et juste pour donner un peu le contexte de qui, quoi et comment, si on regarde la l'utilité du tiltomètre, ben, c'est justement pour éviter le surcharge physique. On voit comme que les problèmes liés aux santé, de santé liés au travail sont comme principalement physiques et que le secteur de soins est comme un des secteurs le plus touchés par ces problèmes de TMS. Et pour ça, dans les Pays-Bas, ils ont développé des lignes directives, comme eux ils appellent un Arbo-Conventie, ou comme nous on pourrait le dire, un convention de travail. Et dans cette convention de travail, ils ont du coup développé plein de lignes directives de, OK, comment est-ce qu'on va éviter cette surcharge physique, quelles sont les limites biomécaniques, et on devrait avoir un outil pour mesurer tout ce risque de surcharge physique. Et pour ça, ils ont donc développé le tilt thermomètre. Je vais vite quand même regarder que tout va bien, parce que vu que je vous vois pas, j'espère que vous m'entendez tous bien. Oui, ok, super. Tout va bien. Ça va. Comme ça, je vérifie quand même que je suis pas en train de parler dans le vent. Non. Et pour commencer, j'aimerais déjà tout simplement savoir qu'est-ce que vous connaissez du tiltometer? Est-ce que vous le connaissez déjà? Est-ce que vous savez quelque chose par rapport à tout ça? Et pour ça, je vous propose d'aller soit scanner le petit code QR ici, soit aller sur menti.com et d'entrer le code que vous pouvez voir ici. Ça, on va déjà un peu voir qu'est-ce que vous connaissez de cet outil. Ok. Donc pour résumer, je pense qu'il y a encore deux, trois réponses qui vont arriver. Mais donc pour résumer, il y a pas mal de gens qui ne connaissent pas grand-chose à l'outil. Donc c'est pour ça justement que l'utilité de pourquoi on est ici. Mais après, je vois quand même déjà qu'il y a des choses très bien. Donc c'est un outil d'analyse pour justement la manutention de personnes. Et non seulement la manutention, mais aussi les soins. Ça, je vois un peu moins. C'est basé sur les classes mobilité. On va encore en parler et les capacités du patient, du coup, c'est ça qui décide la classe mobilité, oui, très bien. Et c'est du coup un outil ergonomique pour regarder comment est-ce qu'on peut limiter la surcharge physique. C'est nickel. Je vais repartager mon autre écran et on est tac. Et on est reparti. C'est nickel. Donc, je vais commencer avec le début, entre parenthèses, avec les directives pratiques qui existent déjà dans les Pays-Bas et du coup qui ont été interprétées et traduites par la Verve pour la Belgique. Donc, comme j'avais déjà dit, dans les Pays-Bas, il y a des conventions de travail pour le secteur de soins dans lesquelles on va du coup, dans lesquelles ils ont convenu, OK, ceci, ce sont les limites biomécaniques qu'on ne va pas dépasser. Et ils ont commencé à interpréter, OK, comment est-ce qu'on va arriver à ce résultat? Comment est-ce qu'on va ne pas dépasser ces limites-là? Donc, vous pouvez ici, là-dedans, il va y avoir le lien. Vous pouvez cliquer dessus ou vous pouvez trouver sur verve.be. Il est traduit en français et dans ces lignes directives, on va du coup trouver 5 principes principaux. Donc, 5 principes. Et ces principes sont que les personnes peuvent être réparties en 5 niveaux de mobilité. Donc, les niveaux de mobilité sont basés sur les capacités des personnes. Et on va encore les voir juste ici après. Mais du coup, on va avoir des classes A, B, C, D, E, où on peut aussi dire de vert, jaune, orange, rouge. Ou par exemple, l'entreprise Arjo utilise des noms. Il commence avec Albert, Barbara, etc. Donc, 5 niveaux de mobilité dans lesquels on peut catégoriser les personnes. Et en fonction de ces catégories, on peut du coup se mettre des limites. Dans le principe numéro 2, on voit que les transferts dans le lit nécessitent toujours un drap de glisse à partir du niveau C. On peut le dire même de façon plus globale. Donc, à partir du niveau de mobilité C, donc une personne qui est déjà assez dépendant,
ben, on a besoin d'une aide au glissement ou au roulement. Donc, par exemple, si c'est dans l'imagerie médicale, ben, on aura besoin d'une planche de glisse ou un rollboard pour aller du lit au brancard ou la table et inversement. Le troisième principe, c'est que les transferts en dehors du lit nécessitent un lève-personne à partir du niveau de mobilité C. Au niveau, on va arriver, qu'est-ce que ça veut dire, le niveau de mobilité C après. Mais le lève-personne ici, c'est aussi très large, dans le sens où un lève-personne active, donc un verticalisateur, tombe là-dedans aussi. Et après, tout ce qui est les soins aussi que les douches et les bains, ben, ils ont besoin d'un système un système qui est réglable en hauteur. Donc, ça veut dire, par exemple, même les lits. Donc, les lits doivent être réglables en hauteur, etc. Et le dernier point, c'est que ben, tous ces risques liés aux soins et aux manutentions de personnes peuvent être évalués avec le tilt thermomètre. Pour les Pays-Bas, donc celui des Pays-Bas, et pour la verve, du coup, celui du verve. Pour expliquer un peu plus ces 5 classes de mobilité, donc en néerlandais, on les appelle mobiliteitsklassen, donc MK5 vient donc de là. Il y a du coup le vert jaune, jaune, orange et rouge. Et on peut du coup aussi dire que c'est A, B, C, D, E. Pour le A, c'est en gros un patient qui peut tout faire lui-même, qui peut faire l'action, le transfert, il peut le réaliser soi-même. Et du coup, il n'y a pas de risque de surcharge pour le prestataire de soins ou pour le soignant. Si on va regarder chez Arjo, ils ont des images par rapport à ces classes de mobilité. Et ils appellent ça la mobilitech. Et je trouve ça comme très bien fait. C'est aussi très didactique et pédagogique, je trouve, pour expliquer, bah, OK, entre nous, au lieu de dire les noms des patients, on peut dire, bah, OK, c'est Albert ou c'est Anne, un prénom qui commence avec un A. Et on peut parler par rapport à ce casus-là ou ce patient-là avec des termes avec une terminologie plus uniforme. Donc ici, on a quelques images. Donc tout à gauche, on a tout ce qui est les soins aigus, les soins de longue durée, les soins pour les personnes en situation de handicap et les patients bariatriques. Dès qu'on va dans la catégorie B, ben, on a un patient qui est déjà en demande d'aide. Et cette demande d'aide, ça peut être que verbal ou ça peut être physique. Par exemple, ça peut être une personne qui a besoin de ses cannes pour marcher, qui a besoin d'un petit cadeau, ou qui a tout simplement besoin qu'on vienne le guider. Et à ce moment-là, il y a en théorie aucun risque de surcharge physique pour le soignant. Après, je dis en théorie parce que bien sûr, tout ce qui est les personnes qui sont vraiment en surpoids, on peut discuter et à la fin, on pourrait avoir justement des petits moments de discussion là-dessus. Mais le tiltometer va dire que ben, pour les personnes en catégorie B, il n'y a aucune surcharge physique parce que les personnes vont pouvoir le faire eux-mêmes avec un minimum d'aide. Ici, il y a quelques images pour justement Barbara, comme Arjo les nomme, ou le jaune-vert. Et au nouveau, on a tout ce qui est de aigu jusqu'à personne bariatrique. Pour la catégorie C ou jaune, ben, c'est une personne qui ne peut plus effectuer une action de façon totalement autonome. Donc, par exemple, la marche, là où la personne B ou Barbara pourrait encore marcher avec une aide, ben, la personne C ne pourrait plus marcher, même si elle pourrait, par exemple, encore tenir légèrement debout. Donc, elle pourrait tenir debout, elle ne pourrait plus marcher. Donc, elle peut contribuer physiquement à la tâche ou au transfert qu'on a devant nous, mais elle ne peut plus vraiment le réaliser complètement. Ici, c'est très important que on utilise des aides, donc des aides techniques, du matériel de glisse ou autre, parce qu'il y a un vrai risque de surcharge. Si maintenant, donc les dispositifs qu'on utilise surtout pour ces personnes-là, va être par exemple des draps de glisse typiquement dans le lit ou des lève-personnes actifs. Si besoin, ben, on pourrait aussi utiliser des lève-personnes passifs, mais l'objectif principal, c'est quand même qu'on stimule le plus possible le patient et qu'on maintient le plus possible l'autonomie du patient. Ici, typiquement, l'exemple type, ça va être une personne hémiplégique
C'est la chose qui vient le plus facilement à l'esprit. C'est une personne qui pourrait se tenir debout, qui pourrait avoir une mise à debout, une petite tension sur sa jambe, et on peut utiliser ceci pour justement pour des fins thérapeutiques et autres. Quand on regarde la catégorie D, ben on a un patient qui ne peut plus du tout faire la tâche, mais qui pourrait encore quand même attribuer un certain aide, et qui a par exemple encore un certain, si on va par exemple prendre les transferts d'assis vers assis, c'est quelqu'un qui ne pourrait plus avoir une tension dans ses jambes vraiment, il pourrait plus essayer de se mettre debout pour qu'on va essayer avec un drap de glisse par exemple de bouger d'un lit à un autre. Cette personne-là a encore peut-être une équilibre assis, mais il y aura plus vraiment de tension dans ses jambes. Il y a vraiment une force résiduelle qui est assez limitée. Mais il est encore très important de stimuler cette personne quand même, et du coup, des aides techniques sont vraiment nécessaires. Dès qu'on va sortir du lit, on va par exemple préférer des lèvres personnes passives, et avec ces personnes-là, on doit aussi déjà regarder tout ce qui est les complications liées à l'immobilité, comme les escarres et autres. Si on a par exemple une aide à la glisse dans la chaise, il y a certains petits rouleaux de glisse qui permettent de glisser vers le fond de la chaise, mais qui ne vont pas redescendre. Ben, ça, c'est très bien pour les soignants, pour les mettre facilement, les glisser facilement au nouveau dans le fond de la chaise. Mais au nouveau, si cette personne est totalement immobile dans le fond de sa chaise, il y a plus de risques d'antiscar par rapport à ou lesquels on doit prendre en considération. Ici, à nouveau, quelques images de la part d'Arjo en collaboration avec Monsieur Knibe des Pays-Bas de cette catégorie D. Et on termine avec Emma, ou E, ou la catégorie rouge. Et ça, c'est une personne qui ne peut à nouveau rien faire, mais pour lequel il est aussi plus vraiment, c'est plus la priorité de le stimuler. Quand on vient de subir une grosse opération, si c'est vraiment pour le confort, par exemple dans les soins plutôt palliatifs, ben, l'objectif principal, ce n'est plus vraiment de stimuler la personne lors des transferts, mais tout simplement de garantir le confort. Et à ce moment-là aussi, ben, bien sûr, les aides techniques sont nécessaires pour le faire. Porter une personne qui est déjà très douloureuse, qui a déjà beaucoup de raideur, va va créer beaucoup d'inconfort pour le patient. Au nouveau, quelques images de la personne aiguë jusqu'à bariatrique, en passant par les personnes plutôt dans les soins de longue durée ou les personnes en situation de handicap. Et si on veut résumer le tout, donc ces 5 classes de mobilité, à quoi ils servent? Ben, ils nous permettent d'avoir un langage et une classification uniforme. On a déjà fait aussi comment dire à nouveau, des analyses. En gros, on a vérifié si oui ou non ces 5 classes sont valides, si tout le monde sait bien les reconnaître. Et plus que 95 personnes des soignants peuvent les reconnaître, ces 5 classes, de façon très facile. En gros, dès qu'on parle un peu des capacités du patient, on va pouvoir reconnaître de quelle classe, dans quelle classe cette personne-là appartient. Et tout à la fin de ce webinaire, je vais proposer aussi quelques exercices. Donc, on va faire quelques exercices justement avec une petite description d'un patient, et après, on va essayer de le mettre dans la bonne classe de mobilité. L'objectif de cette classe de mobilité, c'est aussi de pouvoir réduire la charge, donc la charge physique, en exploitant au maximum les capacitants résiduels des patients. Donc, le plus possible qu'on va laisser faire le travail par le patient, le plus qu'on va justement les stimuler et les maintenir en autonomie, ben, le moins que le soignant va devoir faire. Assez logique. Et après, ça va aussi nous aider dans le choix ou la discussion autour de quel matériel d'aide est maintenant le plus adapté, lequel est-ce qu'on va pouvoir choisir. Si dans mon service, j'ai que des personnes qui sont catégorie D ou E, ben peut-être qu'une lèvre personne active n'est plus très utile, par exemple. OK. Maintenant,
qu'est-ce que c'est du coup alors le tiltéomètre? Parce qu'on a du coup déjà maintenant discuté les directives pratiques. Donc les directives pratiques, c'est du coup ça va nous donner des contraintes biomécaniques. Ok, on ne peut pas dépasser certaines contraintes biomécaniques par rapport à certaines classes de mobilité. Et justement, ce tiltomètre, ben, il va justement analyser ce risque de surcharge physique sur base du coup de ces contraintes ou ces limites biomécaniques et sur base de ces 5 classes de mobilité. Donc, le but du jeu, ça va être de regarder, ben, OK, quel type de charge ou quel type de transfert on va faire ou quel type de soin on va faire. Et avec ça, on va du coup essayer de déterminer l'intensité ou la lourdeur des soins. C'est comme ça qu'ils le traduisent. Donc, c'est la lourdeur des soins. Et du coup, c'est un peu le risque de surcharge physique qu'on va du coup voir pour tout ce qui est travail avec les patients. Donc, au nouveau, c'est non seulement la manutention de personnes, mais aussi les soins qu'on peut faire, comme par exemple mettre les bas de contention. Ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble d'un service ou d'un département ou même d'une équipe ou d'une organisation. On peut encore voir ben, si on a l'ensemble des classes de mobilité dont des personnes d'un service tombent, ben, on peut déjà un peu plus voir quel est l'état de lieu maintenant, quel est l'état de lieu initial. Après, on peut du coup commencer à planifier, ben, OK, on va devoir acheter de bon matériel. Il va falloir planifier du coup il faut voir il faut apprendre à organiser des formations pour que les travailleurs apprennent à bien travailler avec tout ce matériel. Il faut l'implémenter, etc. Si par exemple 1 an après ou 2 ans après, de préférence, donc dans les Pays-Bas par exemple, dans la convention travail, c'est du coup obligatoire de le faire 1 fois par an. Et du coup, quand on le fait 1 fois par an ou même juste régulièrement, quand on le fait régulièrement, on peut évaluer le succès de notre politique de prévention dans le sens où on va regarder est-ce que le matériel qu'on a est utilisé, oui ou non. Et après, on peut regarder, ben, est-ce qu'il est utilisé à bonne échéance ou pas? Est-ce qu'il n'est pas utilisé? Ben, s'il n'est pas utilisé, est-ce que c'est parce que il n'est pas loin, il n'est pas à disposition, il est tout simplement pas encore acheté? On peut commencer à se poser tout ce genre de questions. Si je prends maintenant du coup les versions tiltomètre actuelles qui existent, ben, il y a la version d'origine qui vient des Pays-Bas, qui est développée par Locomotion, par Monsieur Knieber. Il y a déjà plusieurs variations de celui-là. Il y a par exemple celui des soins classiques, mais il y a aussi une variation. Donc, il y a le thermomètre adapté pour les situations pour les personnes en handicap. Il y a aussi le tiltéomètre pour les soins à domicile. Tous ceux-là, ils sont entièrement numériques. On peut les trouver sur le site qu'on voit ici en dessous, tiltéomètre.com, et ils peuvent le remplir tout simplement gratuitement et à la fin enregistrer et télécharger en tant que PDF. Maintenant, donc c'est cette version-là, la version de base des Pays-Bas, qu'on retrouve sur ce site, donc tiltéomètre.com, qui a été traduit en allemand, en espagnol, en français, et qu'on va du coup retrouver sur ce site-là. Les variations spécifiques ne sont pas encore traduites, mais il y a quelques années, la Verve avait déjà repris le tiltéomètre et l'a repris justement par rapport à plein de petits détails, de terminologie qui ne sont pas vraiment les mêmes entre la Flandre et les Pays-Bas. Donc, ils ont repris un peu la terminologie pour que ce soit plus parlant pour la Flandre. Ils ont adapté aussi, ils ont mis plus d'aide technique dans les situations-là et ils ont développé un fichier Excel qu'on peut retrouver ici. Il est que en néerlandais pour le moment, mais ce fichier Excel, ben, on peut l'utiliser pour faire la même chose que sur le site, sauf que ici, le point plus qu'on a avec l'outil Verve, c'est que ça nous permet aussi de faire des analyses individuelles. Donc, en gros, si je prends une personne, je la mets dans sa catégorie, ben, je peux, dans ce fichier Excel, je peux mettre le nom, le prénom de la personne, je peux mettre la catégorie dans laquelle il est,
les aides techniques qu'on utilise pour cette personne. Et ça, c'est comme un plus que dans la version online, on n'a pas. Dans la version online, c'est par service ou par département. C'est pas par personne. Ils ont aussi développé un jargon des aides techniques pour un peu se mettre en accord, déjà en Flandre, entre eux, qu'est-ce que veut dire cette aide technique. Pour donner un exemple, si je viens dans un service, même dans un hôpital, et je dis drap de glisse, bah, qu'est-ce que les gens comprennent avec un drap de glisse? Parce qu'il y a un toile de glisse, c'est simple. Il y a un drap de glisse qui est double. On a des matelas de glisse. Des gens le confusent souvent avec une alaise de manutention, tout simplement. Et du coup, bah, tous ces terminologies différents, bah, va nous empêcher d'avoir une discussion constructive par rapport à tous ces points-là. Donc, une des premières réunions que la Verve avait autour de ça, c'était de se mettre d'accord par rapport à le jargon, par rapport à ces aides techniques-là. Donc, au nouveau, le lien qu'il y a ici, c'est un lien vers néerlandais. Je pense que ça serait très utile de le faire aussi pour nous en français, pour avoir un jargon qui est bien défini, même si ça a déjà évolué au fil des années et que le jargon, pour moi, me semble déjà un peu plus cohérent. Je pense que ça peut toujours être comme utile de se mettre ensemble et se décider autour de ce jargon tous ensemble. Maintenant, qu'est-ce qu'on va vouloir analyser ou qu'est-ce qu'on va pouvoir analyser avec ce tiltéomètre? Ben pour ça, je vais à nouveau vous passer un petit Mentimeter. Donc, au nouveau, vous pouvez aller sur le site et entrer le code ou juste cliquer sur le prochain. Et la question va être, quelle est la charge la plus lourde, donc la charge physique la plus lourde dans le travail avec les patients? Donc, je regarde par rapport aux tâches physiques qu'on a à faire avec les patients. Qu'est-ce que nous allons analyser? Donc, quelles tâches est-ce qu'ils ont été repris dans ce tiltometer? Ben, les mobilisations horizontaux, du coup, au lit vers un brancard. C'est déjà le numéro 1 qu'on prend. Donc, ça va être tout ce qui est dans le lit. Donc, rehausser un patient dans le lit. Ça va être d'aller d'un lit à un brancard et autres. Rouler une personne dans son lit. Ça, c'est tout ce qui est les transferts horizontaux dans le point 1. Dans le point 2, on a tous les transferts qui vont en dehors du lit. Donc, c'est du lit au fauteuil, du fauteuil au lit, etc. Le troisième point, ça va être de mettre et d'enlever les bas de contention. Donc, dans la norme ISO, il y a justement ce point-là que les chaussettes qui viennent souvent avec le bas de contention de base, apparemment, ça ne suffit pas pour rester dans les limites biomécaniques. Et du coup, le tiltomètre va conseiller qu'on prend des aides à la glisse spéciales pour les mettre et les enlever pour éviter la surcharge qu'on a sur les avant-bras à ce moment-là. Le quatrième point, le cinquième point, ça va être tout ce qui est les soins, les douches, tout ce qui est laver ou faire les soins du coup à une personne, que ce soit assis pour le quatrième point ou que ce soit allongé pour le cinquième point. Donc, ça peut être dans la douche ou ça peut être pour le cinquième point, ça peut être dans un bain ou dans le lit du coup, pour un bain au lit. Et le sixième point, ça va être tout simplement de recueillir, de regarder dans les armoires quels sont tous les aides, qu'est-ce qui est tout le matériel aide que j'ai à ma disposition. Parce que de temps en temps, ça nous arrive qu'il y a du matériel qui n'est pas utilisé et quand on regarde, ils sont tout simplement dans leur emballage encore dans l'armoire. Donc, ça nous permet aussi de tout simplement avoir un résumé de tout le matériel qu'on a pour après voir si oui ou non il est adapté, si oui ou non il faut acheter du matériel. Et si par exemple le matériel n'est pas utilisé, mais il est quand même déjà disponible, pourquoi est-ce qu'il n'est pas utilisé? Est-ce que c'est parce que c'est trop loin, parce qu'il faut le chercher trop loin? Donc il faudrait trouver des moyens de mettre par exemple dans la chambre tout de suite, etc. Ça c'est plus du coup par la suite avec qu'est-ce qu'on va faire avec ces résultats et qu'est-ce qu'on va mettre en place en termes de politique de prévention.
Qu'est-ce qu'on va faire du coup avec ces classes de mobilité et avec ces transferts? Donc avec ces 5 tâches et du coup la sixième, tout ce qui est le matériel qu'on a. Donc on a 5 tâches, on a 5 classes de mobilité et avec ça, on va déjà avoir un premier chiffre qui va prendre en compte et c'est tous les classes à risque. Et du coup, ça veut dire tous les classes de mobilité C, D et E. Donc, c'est les personnes avec qui il y a un risque de surcharge physique. Donc, avec ce chiffre-là, donc il va dire par exemple 80% de la population dans votre maison de repos est dans la catégorie CDE. Ça veut dire que le taux d'exposition, entre parenthèses, est du coup très élevé. Le risque potentiel est élevé. Après, par transfert, on va regarder si oui ou non, lors du transfert, on utilise le matériel adapté. Donc, selon les normes ISO, selon du coup, les directives pratiques, par transfert, on va dire, OK, par exemple, pour un transfert dans le lit, à partir de la classe C, on a besoin d'un aide à la glisse ou au roulement. Est-ce qu'il est utilisé, oui ou non? Et ça, on va faire pour tout le département ou pour toute la population que vous avez choisie. Je vais maintenant passer les captures d'écran que j'ai fait. Donc, j'ai fait déjà sur le site, j'ai fait une test avec vous pour remplir ce que vous allez voir sur le site. Donc, dans les slides précédents, vous avez vu le lien. Et donc, si on va cliquer sur ce lien-là, vous cliquez sur sur le petit drapeau français et vous allez voir que la première chose à remplir, c'est du coup tout simplement le nom de l'organisme, de votre organisme, le département, le total des clients et il est rempli par qui. J'ai pris notre unité à nous, tout simplement 10 clients, juste pour montrer comment cela fonctionne. Notre premier transfert, c'était tout ce qui est les transferts horizontaux, donc tout ce qui est dans le lit ou tout ce qui est d'allongé vers allongé, donc du lit à une table par exemple. Et on va du coup regarder quelle est la ligne directive qu'on a par rapport à ça. La ligne directive ou la ligne directrice, c'est qu'on doit utiliser une aide technique de roulement ou de glisse pour ces transferts-là. Qu'est-ce qu'on va remplir? On va remplir d'abord le nombre de clients par la classe de mobilité. Donc, ça peut du coup dépendre la classe de mobilité et du coup en fonction du transfert. Donc, par exemple, ici, 2 personnes peuvent faire les transferts en autonomie avec de l'accompagnement. Donc, on va être à côté d'eux, on doit quand même être à côté d'eux pour les guider, pour les aider légèrement à le faire, mais il n'y a pas de risque de surcharge. Il y a 4 personnes dans la catégorie C qui ont vraiment besoin d'aide, qui vont avoir du mal à pousser ou à tirer pour se remonter dans le lit. 2 personnes avec qui si on n'est pas là, ils vont vraiment presque rien pouvoir faire, ça va être très dur. Et 2 personnes avec qui on doit faire très attention parce que ils viennent de subir une opération ou autre et on va devoir faire très attention à eux. Le prochain point, c'est du coup, vu que c'est tout ce qui est dans le lit, déjà il faut que tout doit être réglable en hauteur. Dans la plupart des centres où je viens, dans la plupart de sites où je vais, les lits sont comme très souvent déjà médicalisés et sont réglables en hauteur. J'ai donc mis que c'est bon partout. Et après, on doit mettre pour qui on a utilisé des équipements de glisse ou de roulement. Et ici, j'ai au nouveau dit, très souvent, les matériaux de glisse, on n'a pas vraiment. Donc, j'ai mis un peu moins pour qu'on peut voir à la fin qu'est-ce que ça donne dans les résultats. Ici, j'ai tout de suite mis les résultats. Donc, normalement, on remplit d'abord tous les points, 1 jusqu'au 6. Et après, tout à la fin, bien sûr, on va avoir nos résultats. Maintenant, je vais à chaque fois montrer déjà tous les résultats pour qu'on peut mettre des liens et pour qu'on peut un peu mieux comprendre qu'est-ce que ça donne. Donc, on voit ici le nombre de clients dans la classe C, D et E. Donc, c'est le risque, le risque potentiel, c'est l'exposition en quelque sorte. On a vu ici qu'il y a 8 personnes qui sont dans C, D et E, 4 plus 2 plus 2. Il n'y a que 2 personnes qui sont dans la catégorie B ou A.
Et du coup, on voit que c'est 8 personnes qui sont à risque, entre parenthèses, mais vu que pour le lit, donc pour la bulle lit réglable en hauteur, on n'a que des lits qui sont réglables en hauteur, ben pour ces 8 personnes, 100% c'est selon la norme ISO. Donc tout va bien, toutes ces 8 personnes ont un lit réglable en hauteur. Le deuxième point qu'on voit, c'est qu'au nouveau, ces 8 personnes, donc le risque potentiel, ben, est-ce qu'on utilise, oui ou non, de l'équipement de glisse ou de roulement pour eux? Et là, on a vu que c'est que pour 5 personnes sur les 8 que c'est le cas. Donc là, ici, on va avoir les pourcentages. Il y a que 62% qui sont selon la norme, qui sont selon les lignes directives. Pour notre deuxième point, c'était tout ce qui est les transferts en dehors du lit, donc du lit vers le fauteuil, du fauteuil vers le lit et autres. On va à nouveau faire la même chose. Donc, on va regarder, OK, mes patients, est-ce qu'ils arrivent à faire ce transfert-là, oui ou non? Si, en fonction de leur capacité de le faire, je vais à nouveau les mettre dans les classes de mobilité. Je remplis mes classes de mobilité. Et après, je vais regarder avec qui est-ce que j'ai utilisé du matériel d'aide. Ici, par exemple, on n'a pas mis les draps de glisse dans l'exemple, mais c'est pour ça qu'il y a la petite étoile. Il y a ici une petite étoile orange dans la description de la ligne directrice. Cette petite étoile orange, ça veut dire ou matériel équivalent. Donc, en gros, tant qu'on utilise du matériel adapté au transfert et à la personne, ça compte aussi. Donc, c'est pas que des lève-personnes actifs ou un lève-personne passif même. Donc, pour ces personnes, tout ce qui est CDE, avec qui est-ce que j'utilise ou avec combien de personnes est-ce que j'utilise un lève-personne actif ou par exemple un dard de glisse, ça va être que pour 2 personnes. Avec qui est-ce que j'utilise un lève-personne passif? Ça va être pour 3 personnes. Si j'ai fait ce travail-là, à la fin, je vais voir que il y a que pour 33% que je suis dans le bon ou que je respecte les normes ISO pour tout ce qui est utiliser un lève-personne actif ou un versateur. Probablement, dans la plupart des services, c'est parce qu'il n'y en a qu'un. Et s'il faut aller le chercher au bout du couloir, c'est plus facile ou c'est plus vite fait de le faire soi-même, vite fait, au lieu d'aller devoir le chercher tout au fond du couloir. Pour tout ce qui est lève-personne passif, au nouveau, on va avoir notre chiffre qui dit, du coup, par rapport au risque potentiel, donc toutes les personnes qui sont dans ce classe, ici, du coup, C, O, D, E, ce risque potentiel, dans combien de pourcents est-ce qu'on utilise, oui ou non, le matériel adapté. Donc, pour le transfert qui était ici, le nombre de clients avec lesquels on utilise lève-personne actif ou l'appareil de verticalisation, c'est pour toutes les personnes qui sont dans la catégorie C. Et ici, pour tout ce qui est les lève-personnes passives, c'était pour tout ce qui est les personnes qui étaient dans la catégorie D et E. Quand je descends vers le troisième point, c'était mettre et enlever les bas de contention. Donc, au nouveau, pour ça, la ligne directive dit que je dois avoir un matériel, un aide à la glisse qui me permet de ne pas utiliser que la force des mains pour le mettre. Donc, ces bas de contention, j'ai sur les 10, j'en ai 7 qui le portent et c'est qu'avec 4 que je dis que l'équipement approprié est utilisé. Au nouveau, ça me donne le pourcentage sur ces 7, donc sur le risque potentiel, combien est-ce que sont vraiment faits sont faites, oui ou non, selon la norme. Au nouveau, on continue à faire ça pour tout ce qui est les personnes qui prennent leur douche assise. Pour ça, il faudrait, du coup, la norme, elle dit que pour une personne qui prend sa douche assise, il faudrait avoir une siège qui est réglable en hauteur afin que le soignant n'a pas le dos fléchi ou pas fléchi plus que 30 degrés pendant plus qu'une minute selon cette norme. Et du coup, dès que je peux régler le siège en hauteur, ça va me permettre de justement éviter d'être tout le temps fléchi. Après, il y a à nouveau, bien sûr, l'espace qui est peut-être très contraint, qui va me forcer à me mettre dans certaines positions
mais ça va du coup sortir, ça va difficilement sortir de ce tiltomètre-là. Mais du coup, ça, c'est des points qu'on pourrait peaufiner à la fin. Par exemple, si c'est pas dû au siège, mais que c'est dû à l'environnement, c'est quelque chose qui va justement pas trop sortir du tiltomètre, mais nouveau, c'est quelque chose qu'on va pouvoir débattre à la fin. Pour tout ce qui est les soins allongés, donc ça peut être les soins de plaie dans le lit, ça peut être le bain dans la baignoire. Ben, au nouveau, il faut avoir l'équipement qui est réglable en hauteur. Donc ça peut être dans certains départements, ça pourrait être tout simplement le lit au nouveau. Donc ça peut être le lit si les douches et les bains sont donnés sur le lit même, ou si c'est dans le bain, ben, est-ce que le bain est réglable en hauteur ou pas. Et du coup, à la fin, on remplit tout simplement tout le matériel qu'on a. Donc, pour ce cas précis, j'avais dit qu'il y avait un lève-personne passif dans notre hypothèse. Il y avait un versixateur ou un lève-personne actif. Il y avait 2 draps de glisse à disposition pour tout le département. Et il y avait un chariot de douche. Donc ici, quand on voit tout en bas au milieu, on voit chariot de douche à hauteur réglable. Ben, c'est ça ce qu'il veut dire en fait avec le dispositif allongé. Donc, en fait, ça peut être dans un département, ça pourrait être le lit ou ça peut être le bain. Mais du coup, je pense qu'on va devoir changer peut-être le terme chariot de douche à hauteur réglable. C'est leur terme à eux de dire l'outil ou le support sur lequel la personne est allongée. Donc, le lit, la table, le bain et autres. Et après, il y avait juste à côté, du coup, les sièges de douche à hauteur réglable. Que dans notre cas, nous, hypothétique, on n'avait pas. C'était justement ce qui sortait ici. On n'avait pas de siège de douche réglable en hauteur, ce qui va du coup ressortir à la fin dans mes résultats. Donc, si je prends tous les résultats maintenant de ces transferts-là qu'on vient de voir, ben, j'aurai une pourcentage à chaque fois. Donc, les pourcentages qui disent, donc, soit c'est vert, c'est conforme aux directives, soit c'est rouge, ce n'est pas conforme aux directives. Et comme ça, j'aurai une vue d'ensemble des problématiques en lien avec la surcharge liée au travail avec les patients. Ceci va me permettre du coup de pouvoir faire année par année, de suivre un peu notre évolution par rapport à notre politique du coup. C'était ça qu'on avait dit au début, c'était un peu le but. Regarder quel matériel est-ce que je dois acheter, après voir avec ça qu'est-ce que je dois faire en termes de formation, ça me permet de faire ça. Et si l'année prochaine ou la fois prochaine, on regarde, ok, maintenant on va le refaire, on va vouloir voir qu'il y a plus de choses qui faire. Je vais essayer de retrouver mon chat sans perdre l'écran pour vous. Voilà, je pense que j'ai réussi. Et on va tout simplement pouvoir répondre dans le chat. Donc, on va faire 2-3 pour justement ces classes de mobilité. Et pour le premier exercice qu'on va faire, on a un homme de 93 ans qui a une difficulté à marcher, qui est assez raide. Il est admis en gériatrie et il faut avec lui, il faut aller le ramener à la salle de bain. Il se déplace de façon autonome dans les limites du lit. Donc, en gros, il peut se remonter dans le lit et il peut entrer et sortir d'instruction et un peu d'aide. Dans quelle classe de mobilité est-ce qu'il va avoir? Est-ce que ça va être A, B, C ou D ou E? On va pouvoir le mettre juste dans le chat, comme ça je vois qu'est-ce que sont la plupart des réponses. Voilà, nickel, c'est parfait. On va encore faire les 2 suivants. J'en avais 9 prévus de base, mais je pense pas que je vais faire les 9. On va faire déjà, ça me semble très bien. C'est déjà ici, c'est nickel, c'est parfait. On va prendre le patient 3. Donc, femme de 81 vit toujours à domicile, a subi une opération de l'hallux valgus, donc du gros orteil. Normalement, elle peut marcher tranquillement, mais maintenant, elle est hospitalisée en raison de diminution de son autonomie.
elle n'est pas autorisée à appuyer dans quelle classe de mobilité vous pensez qu'elle va être. Ok, c'est nickel. Patient 4, homme de 78 ans, AVC gauche, donc hémiplégie droite, peut à peine s'appuyer sur la jambe droite. Donc, il y a la plupart de gens qui ont répondu D, même s'il y avait le débat qui était avec le C, dans le sens a quand même un tout petit peu d'appui sur la jambe droite. Et là, on peut quand même distinguer un peu la différence de vue entre but thérapeutique ou but tout simplement pour le soignant. Donc, dans le sens où c'est une discussion qu'on pourrait avoir lors de la réunion. Ben, quel est le but pour cette personne? Est-ce que le but pour la personne, c'est qu'il puisse rentrer un jour au nouveau chez lui? Et donc, le but, c'est d'aller vers le C. Ou est-ce que maintenant, on dit tout simplement, on va la garder purement dans le D parce que, ce n'est pas raisonnable de essayer de le mettre debout si de toute façon, il ne va pas pouvoir tenir debout. Donc, il y a une discussion possible, mais je suis d'accord que vu qu'il sait vraiment à peine, c'est pas comme si il va pouvoir vraiment se mettre debout pendant 2-3 secondes. C'est vraiment juste un peu de force dans la jambe qu'on va vouloir stimuler. Donc, D me semble parfaitement raisonnable. Je vais à nouveau chercher un peu plus loin. Et alors, pour notre dernier cas, on va prendre le patient 9, homme de 43 ans, tétraplégique, admis pour la pose d'une sonde gastrique. Ok, donc je vois que le E, c'est un peu la réponse unanime. Donc en effet, E, ça serait la réponse la plus logique, même si une tétraplégie peut varier en termes de lourdeur. Donc au nouveau, il pourrait y avoir plus de discussion avec tout ce qui est le médecin et ou les thérapeutes, dans le sens où s'il a une tétraplégie, mais s'il peut quand même bouger certaines choses, par exemple, il peut bouger quand même son bras légèrement, ben on pourrait vouloir comme le stimuler et du coup, ça pourrait tomber plutôt dans le D. Mais juste de ce point de vue-là, si on n'a que cette information-là, le et, ça serait le plus logique. Mais à nouveau, un débat peut avoir lieu avec le corps médical pour en discuter, pour le changer légèrement. Retrouver mes slides avancés et ici, on va parler par rapport à quand j'utilise du coup mon tiltométeur. Je pourrais l'utiliser en quelque sorte au quotidien, dans le sens où moi, j'utilise par exemple pas au quotidien, mais vu que tous les jours je viens dans le secteur de soins, ben, je me dis comme tous les jours, ben, ok, ce personne-ci est une personne de cette classe de mobilité, je fais ce transfert-là, et donc il faudrait que j'ai au moins ce matériel d'aide ou ce matériel d'aide pour respecter les normes et pour ne pas avoir une contrainte biomécanique. Donc, remplir et faire tous les papiers, toute l'administration, ça serait beaucoup trop de travail. Tout simplement avoir les transferts, les classes de mobilité dans sa tête pour se dire, bah, OK, comment je me limite et quel matériel j'utilise, ça peut être quelque chose qu'on peut faire au quotidien. Normalement, on va le faire quelques fois par an ou du coup au moins une fois par an par du coup des personnes de référence ou les ergo-coachs, comme on les appelle aussi, ou par les personnes responsables dans les déterminent responsables pour le faire dans le département. Idéalement, on va pouvoir le digitaliser et du coup, à travers le dossier électronique du patient, on va pouvoir le faire de façon quasiment automatique. Dans le sens où, sur la carte d'identité, si la personne a subi une opération et qu'il est capable de faire un appui, mais le médecin dit appui pas autorisé, pourrait dire ben maintenant c'est le D. Si le service maintenant on décide que ben on décide maintenant qu'on va plutôt aller vers le C, ben pour échanger sur la carte automatiquement, ça serait du coup directement lié
que ce soit lors de la chirurgie, lors de la révalidation ou lorsque la personne rentre au nouveau chez lui pour le suivi des kinés ou qui va au nouveau dans un centre. Donc, idéalement, et dans le futur, c'est déjà sur lequel les gens sont en train de pousser pour que ça soit du coup intégré automatiquement dans ce dossier électronique. L'objectif au nouveau, c'est tout simplement de décider quel est ou d'estimer, en théorie c'est une analyse, mais pour moi c'est plutôt une estimation de la lourdeur de soins par service. Au nouveau, on va pouvoir en discuter, mais le plus important, c'est qu'on va pouvoir décider, bah, ok, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque du matériel d'aide et où on peut aussi, bah, du coup, commencer à pointer sur le doigt, bah, du coup, si ce transfert-là, je dois le faire tout seul, j'ai besoin de matériel d'aide, ou peut-être on va devoir le faire obligatoirement à deux. Et du coup, là, il y a à nouveau le débat éternel avec le manque de personnel. Je termine ici encore sur un projet européen, donc le EU Lift, qui parle justement par rapport à tous ces outils et tous ces ça on peut le trouver sur internet EU Lift dans Google et vous êtes tombé dessus. Ils ont fait une application, l'AVER va collaborer avec pour justement remettre tous et se recentraliser toutes ces informations, que ça soit sur les classes de mobilité, sur les transferts, l'application. Donc en gros, le but c'est que un prestataire de soins ou un soignant peut prendre son téléphone, peut regarder, bah ok, cette personne est de telle classe, je fais ce transfert. Comment est-ce que je pourrais, quels sont les points sur lesquels je dois faire attention? Je vous montre la vidéo d'une petite démonstration sur un téléphone de cette application. J'espère que tout le monde peut le voir. Sinon, Tania, tu peux intervenir. Mathieu va aussi être dedans, donc vous pouvez choisir. Merci beaucoup à tout le monde.